but I can't help it. Salam alaikum, bienvenue dans votre émission Oussama Live. Alors, mesdames, messieurs, ce soir nous allons entendre deux témoignages touchants, percutants et bouleversants. Mes deux invités de ce soir sont deux femmes, deux auteurs qui nous raconteront leurs histoires, leur vécu avec deux livres. Ma première invitée s'appelle Samantha Bourzi. Bonsoir, salam alaikum. Bonsoir. Comment allez-vous, Samantha? Bien, très bien, je vous remercie. Samantha, vous écrivez ici La drogue dans mes veines, mes enfants dans la peau. C'est aux éditions La Boîte à Pandore. Vous racontez votre calvaire en tant qu'ancienne, on va dire, toxicomane. Oui, on peut globaliser. Oui, voilà, on va s'attarder sur votre témoignage et document. À votre droite, nous avons Amal El Atrassi, qui est la sœur de Mustapha El Atrassi. Vous écrivez votre témoignage louve musulmane. Vous racontez aussi votre calvaire en tant que jeune musulmane jeune femme durant votre jeunesse. Oui. Voilà, on va s'attarder aussi sur votre témoignage. Samantha Bourzi, vous êtes comédienne. Vous avez été à l'affiche de Marocaine Gigolo. Oui. Comment ça va la scène? Ça va, les projets sont. Montez sur scène bientôt. Doucement. Oui, j'ai un projet. En fait, à la base, j'avais envie d'adapter le livre dans un seul en scène, mais finalement, après réflexion, je me suis dit qu'une interaction transgénérationnelle, on va dire. Donc, l'idée maintenant, c'est d'être avec une autre comédienne plus jeune que moi et de voir cette transmission en fait de mon histoire, de elle à moi, puisque elle est en train de le vivre alors que moi je suis déjà passée par là. Et donc on va utiliser les textes du livre, oui, mais on est en pleine écriture, donc je ne sais pas pour quand ce sera, mais on est en plein boulot. Alors, en tout cas, vous êtes de bonne mine ce soir. C'est gentil, c'est gentil. Alors, donc il y a des témoignages assez touchants, donc je tiens à vous informer, téléspectateurs et téléspectatrices, voilà, des témoignages qui seront peut-être nouveaux pour vous et percutants, parce que vous ne cachez pas, vous censurez rien. Rien. Ce soir, nous allons rien censurer, vous assumez sans tabou. La drogue dans mes veines, mes enfants dans la peau. L'extraordinaire histoire d'une femme qui voulait devenir ordinaire, une femme fragile qui est devenue une guerrière. Oui, on peut dire ça. Derrière cette grosse carapace, il y a beaucoup de fragilité. Mais ouais. Alors, Samantha, quelle est votre histoire? Vous avez commencé déjà toute petite, étant disons mal aimée. Disons plutôt qu'il me semble nécessaire dans ce livre de développer qui j'avais été en tant qu'enfant, en tant que femme et puis en tant que mère, et de comprendre pourquoi j'en étais arrivée là. Comment on peut en arriver là, en fait. Ouais. J'ai ressenti le besoin de le faire de cette manière-là, et j'ai commencé tôt. Oui, ma première prise, mon premier contact avec l'héroïne, j'avais 15 ans. Oui. Oui. Donc, s'il faut raconter tout le livre, c'est un peu compliqué, parce que je suis passée par pas mal de traumatismes différents pour enfin en ressortir grandi, on va dire. Oui. Mais c'est le livre d'une culpabilité. C'est une boîte magique aussi pour déposer tout ce par quoi j'étais passée. J'avais besoin d'être reconnue dans ce que j'avais vécu. Et puis, à la base, ça n'avait... Enfin, à la base, je ne voulais que déposer ce par quoi j'étais passée. Et puis, ça a commencé à prendre un autre sens. Puisqu'aujourd'hui, je vais auprès des intervenants sociaux et qu'il agit comme un outil pédagogique. Et je prends beaucoup de plaisir à aller... à développer ce que j'amène dans le bouquin et amener une réflexion par rapport à leur interaction avec les usagers. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont obsolètes et qu'il est important de changer les mentalités. Vous dites que vous êtes entré en contact avec l'héroïne à 15 ans, mais comment à 15 ans on peut entrer en contact avec l'héroïne concrètement? C'est une enfance bafouée, c'est de la maltraitance, plutôt de ma belle-mère. Le père. Vous avez été humilié par votre belle-mère? Énormément, oui. Donc j'ai écrit quelques scènes, mais je ne m'attarde pas dessus parce que ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est pour qu'on comprenne vraiment mon lien à mon père et à quel point il était important. Oui, très tôt, on détruit mon auto-estime, en fait, on me maltraite et finalement, je vis sans cesse dans la culpabilité et ça va me suivre pendant longtemps, jusqu'au jour où je vais me faire du mal et là je me rends compte qu'on devient gentil avec moi. Et donc c'est un comportement qui va me suivre pendant longtemps, puisque là j'ai l'affection dont j'ai besoin si je me fais du mal. Ouais. Donc voilà. Donc durant votre adolescence, vous tombez dans ce calvaire qui est crasse, oui. L'héroïne. Héroïne, cocaïne, oui. Et prostitution aussi. Prostitution, oui. Je dirais presque que l'un ne va pas sans l'autre, puisque c'est un moyen pour obtenir l'argent pour consommer, et que c'est le serpent qui se mord la queue, puisque lorsque
lorsque tu consommes, tu as besoin de te prostituer pour ça, et lorsque tu te prostitues, tu as besoin de consommer pour te couper de ton ressenti, parce que nul ne peut me dire qu'on assume totalement une prostitution. Enfin, moi, c'est pas un discours que je peux entendre. Du moins, je parle par rapport à mon parcours personnel. Oui, je suis passée par là, mais mon désir, et ce qui m'a toujours suivi, c'était mon désir d'être une bonne maman. Et je pensais, en fait, bêtement et stupidement et naïvement, que si je deviendrais mère, tout s'arrangerait. Et donc j'ai fait une erreur. Donc je suis tombée enceinte, j'ai tout fait pour avoir cet enfant. Je pensais qu'il m'aimerait d'un amour absolu, qu'il ne me jugerait pas. Vous le perdez. Et je le perds parce que je consomme pendant ma grossesse, oui. Vous le perdez pendant votre sommeil. Oui, je m'endors et il décède, et je pense être responsable de sa mort. Ce n'est pas le cas, mais ça ne me soulage pas parce que je sais que j'ai posé un acte. Et donc je prends conscience à ce moment-là, même si je ne suis pas responsable de sa mort, que j'ai mal agi. Et donc je pars pendant 10 ans dans une... J'appelle ça une mission punitive, donc avec ce que je connais, quoi, la destruction, la drogue, les injections, la prostitution, je finis SDF, je passe par la prison aussi. Donc voilà, jusqu'au jour où... Alors, durant votre étape, on va dire, de dépendante à l'héroïne, oui. Vous retombez enceinte. Oui, je vais retomber enceinte d'un petit garçon. Et je vais recommencer le même... Oui, vous racontez étape par étape donc la naissance de ce petit garçon qui naît aussi en manque après 48 heures. Oui, après 48 heures, les premiers symptômes de manque vont apparaître. Et donc, vous décidez, tout début de votre témoignage, vous décidez, c'est ce qui frappe aussi dans votre histoire, dans votre parcours, c'est vous décidez de le déposer. Ah oui, moi en tout cas, je décide que, enfin, je me rends compte que je ne suis pas apte à l'élever et qu'il n'est pas en sécurité avec moi. Donc je prends conscience et donc je vais à l'hôpital, là où je lui ai donné la vie, et je le tends à une étrangère, une femme que je connais pas, et ça me frappe fort, ça, tu vois, jusqu'où on peut... Enfin, par responsabilité, même si on est dans tous les états et destroy, je peux utiliser ce mot-là, comment on peut garder cette lucidité, et je lui dis prenez-le, je l'aime trop. Et oui, et je m'en vais. Parce que je sais que je serai incapable de le protéger et que tout et rien peut arriver. Donc il suffirait que je sois moins attentive, Enfin, il m'arrivait souvent de faire des nuits blanches, tu vois, et il aurait pu tomber ou il aurait pu arriver quelque chose. Finalement, c'est un acte d'amour. Oui. C'est ce que j'aime à penser maintenant, vous savez, et malgré les discours autour de moi qui me disent oui, tu as changé, le plus gros stigmate, ce qui me reste le plus, c'est ma culpabilité. Parce que j'ai difficile aujourd'hui à comprendre comment on peut, même dépendante, consommer malgré qu'on porte la vie. Enfin voilà, je me sens coupable, et cette culpabilité, je pense, restera jusqu'au bout. Maintenant, c'est pas quelque chose qui me nourrit, j'avance, tu vois, mais c'est le contraire qui serait pas normal, je pense. Est-ce que d'avoir déposé donc votre enfant à l'hôpital, est-ce que ça résume bien le titre de ce livre, La drogue dans mes veines et mes enfants dans ma peau? Oui. Est-ce que l'un a été plus important que l'autre à une période de votre vie? C'est super beau ce que tu vas dire, parce que c'est exactement ça, oui. Malgré le fait d'être emprisonné, et je pense que pour moi la poudre c'est le diable incarné. Enfin, je veux dire, le diable n'aurait pas pu se présenter d'autre manière que ça, c'est vraiment le mal, quoi. Et ça fait faire sortir le pire de vous-même. Mais oui, finalement, l'amour pour mes enfants a pris le dessus. Et on va un peu dire que le bien a triomphé sur le mal, merci. C'est un peu ça, c'est vraiment ça. Et puis je suis toujours restée quand même persuadée que je deviendrai quelqu'un de bien au final. Oui. Vous dites dans votre témoignage, un jour, ne résistant pas à l'appel de la drogue, je suis retourné chez mon dealer, je me suis rendu dans une épicerie où j'ai acheté un chocolat. Ensuite, j'ai repéré un café tout près de la maison, j'ai demandé à aller aux toilettes. Je me suis assis sur la cuvette, j'ai déballé le chocolat, j'ai pris l'aluminium qui l'entourait, j'y ai déposé l'héros pour ensuite la fumer. Oui, je suis enceinte là, oui. Ouais. Et puis après, je vais chiffonner l'aluminium avec rage, me rendant compte de mon geste. Mais malgré ça, je recommence jusqu'à retomber accro. Et ce que j'explique dans le bouquin, en fait, c'est que lorsqu'on consomme, ça marque tellement la conscience qu'il y a une espèce de distorsion entre... une distorsion de la conscience, tu vois. Donc tu sais que tu agis mal, mais c'est presque plus fort que toi, quoi. C'est une addiction. C'est une addiction, oui, mais avec l'exigence que j'ai envers moi, je me suis toujours dit que j'aurais dû pallier à ça, j'aurais dû résister. Maintenant, voilà. C'est pas évident. C'est ma psyché à moi, c'est ma manière de à 15 ans, c'est pas évident. Oui. Alors on va revenir, Samantha, sur votre
témoignage, la drogue dans mes veines, mes enfants dans la peau. Je le rappelle qu'il est disponible un peu partout. Chez Fnac, chez tout bon libraire, et puis Amazon, enfin voilà, il suffit de chercher un peu sur le net et on le trouve facilement. À Pandore. Amel El Atrassi, vous êtes la sœur de Mustapha El Atrassi. Pas que. Pas que, heureusement. Heureusement, on va revenir sur ça justement. Louve musulmane. Alors vous racontez aussi votre jeunesse qui a été difficile aussi en tant que femme. Vous avez été au Maroc, vous êtes revenu en France. Vous aussi, comment était votre jeunesse? Une enfant non désirée parce que mon père ne voulait pas de filles tout simplement. Il voulait avoir des garçons. En tout cas, au début des garçons et après des petites filles, ça ne lui posait pas de problème. Ma mère a accouché de première fois trois filles, donc je suis la troisième de la fratrie. Les garçons sont venus qu'après, donc c'est à partir de là que l'enfer a commencé, on va dire. Oui. Donc les brimades, les sévices, les humiliations, les violences, et mon père alcoolique. Vous aussi, vous êtes très cru dans votre témoignage, vous n'y allez pas de main morte. J'ai pas voulu me censurer, en tout cas, il n'y a rien ne devait rester. C'était un tabou, bien évidemment, mais je voulais pas que ça reste tabou. Je voulais vraiment mettre les mots, comment je les avais vécus à l'époque, en tout cas. Alors, votre histoire commence, c'est l'histoire de vos parents, commence à Oulja, dans une banlieue à Rabat. Un village, je sais même pas si on peut appeler ça un village. Vous dites clairement, mon père a acheté ma mère pour 20 euros. Tout à fait. Vous utilisez le terme acheter. Pour moi, c'est acheter, même si c'est une dot et que ça se fait dans certains pays lointains, contrées lointaines, pour moi, ça reste acheter quelqu'un. Parce s'il n'avait pas les moyens, on ne lui aurait pas remis ma maman. Donc pour moi, c'est il l'a acheté. Comme une vulgaire marchandise. Donc vous racontez votre souffrance, l'humiliation, les coups, les insultes. Votre père était alcoolique, il vous appelait Khada. Khada. Au lieu de Amel. Amel, c'est venu qu'après. Je me suis appelée Khada pendant des années parce que... Et pourquoi? C'était en hommage à une de ses tantes décédée. Mais Khada, c'était ça, c'est péjoratif parce qu'à l'école, on m'appelait Khaddama, on m'appelait Kadhafi aussi, des fois. C'était très amusant. On était, les enfants sont assez méchants entre eux. Ma mère n'aimait pas du tout. Elle trouvait ce prénom péjoratif et morbide parce qu'il appartenait quand même à une tante de mon papa qui était décédée peu de temps avant. Donc elle s'est, on va dire, rebellée. Elle a décidé qu'elle allait m'appeler Amel, ce qui veut dire espoir en arabe. Comment vous avez eu l'idée d'écrire ce témoignage? Lors de ma première incarcération, à 19 ans, j'ai rencontré la psychologue de la prison parce qu'elle me trouvait froide, stoïque. J'étais à la limite bien où j'étais parce que je revenais du Maroc où j'avais vécu j'étais descendue en enfer palier par palier. J'avais connu l'exil, j'avais connu la séquestration, l'enfermement, le manque d'alimentation, carence affective, carence alimentaire. Donc tout ça ne me faisait pas peur. Donc la prison pour moi, je suis arrivée, c'était, on va dire, idyllique, mais vraiment. Le jour où on m'a dit Mademoiselle Atrassi, promenade, mais je suis vraiment cru que c'était un bizutage. C'est pas possible. Dimanche, on pouvait s'inviter d'une cellule à une autre entre copines. Donc pour moi, je trouvais ça vraiment idyllique. Donc j'en ai profité. C'est un moment que j'ai mis ce temps à profit. Je faisais du sport, je prenais des cours d'informatique, je rencontrais le personnel soignant. Et là, la psychologue, en me rencontrant séance par séance, me trouvait, mais me dit, c'est pas possible, tu peux pas te sentir bien dans un tel endroit. Normalement, les jeunes détenus sont suicidaires. Toi, il a dû t'arriver quelque chose par le passé pour que tu réagisses comme ça. Et je lui ai dit, écoutez, oui, j'ai eu une enfance dure, une vie dure, et j'ai perdu mon âme au Maroc lors de mon viol. J'ai l'impression qu'à cette époque-là, il y a eu deux Amal, la Amal joyeuse, Amal qui avait des projets, Amal l'enjouée, et à partir du moment où il y a eu ce viol collectif, j'ai l'impression qu'on m'a tuée. Donc il y a vraiment eu deux Amal et je l'ai ressenti à ce moment-là. Le viol collectif était au Maroc? Oui, tout à fait. Donc il y a eu deux Amal, j'avais des espoirs, et là ils m'ont brisé. Ils m'ont vraiment brisé, donc j'étais quelqu'un de stoïque peut-être, mais brisé, agressif, et rien ne me faisait peur. Donc de là, elle me dit, écoute, si tu veux pas en parler, tu prends un papier, puis tu écris, comme si tu t'adressais à toi, une sorte de journal intime. Et c'est comme ça que ça a commencé. Vous avez aussi le besoin d'écrire? Ah oui, ça me faisait énormément de bien, oui. Le fait d'épancher mes douleurs, mes souffrances, me libérer, parce que c'était moins... Parce qu'on m'a toujours dit, écoute, tu t'es fait violer, ok, c'est bien, mais tu l'as mérité, tu n'aurais pas vulgué, tu n'aurais pas ceci, tu n'aurais pas cela, tu n'aurais pas fréquenté ce genre de personnes. Donc je me sentais, au lieu d'être victime, je me sentais coupable. Et le fait d'écrire, je me sentais, c'était, je sais pas, mettre des mots dans mes mots, on va dire. Ouais. Samantha, est-ce que vous avez eu le même besoin d'écrire vos mots? Oui. Mais en fait,
c'est un hasard en fait, mais c'est une idée qui était là déjà depuis très longtemps en fait. C'était une envie qui était là depuis longtemps, et puis le hasard de la vie a voulu qu'à un moment, je tombe sur une annonce, on cherchait des histoires extraordinaires à raconter, puis je me suis dit, ben moi j'en ai une en fait. J'en ai une et il est temps de la déposer. Mais c'était pas je sais pas, le jour où c'était une évidence pour toi? Moi, c'est toujours été une évidence. Oui. Par contre, je ne me sentais pas capable de le faire. Et ce que j'explique dans le bouquin, c'est dès que je sens dans le regard de l'autre que je suis capable de, je le deviens. Quelque chose d'incroyable, ça, tu vois. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé... Donc, pour en revenir à ce que je voulais dire, donc quand je suis arrivée dans l'éditrice, elle m'avait demandé de faire un canevas d'une 20aine de pages, qui sont transformés en 50 d'ailleurs, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à commencer, et puis ça devenait viscéral, quoi. J'en avais besoin. Et au plus j'écrivais, au plus j'avais besoin. Mais c'est bizarre, parce que c'est paradoxal, parce que c'est aussi douloureux d'écrire. Bien sûr, parce que ça te replonge. Ça te replonge dans un passé que tu as voulu occulter. Donc tu somatises énormément, donc tu revis les choses, et comme je l'explique dans le bouquin, c'est un mal qui fait du bien. Tout à fait. C'est hyper bizarre à raconter. Et donc voilà, je suis arrivée devant elle, elle a fait comme ça, c'est très rapide. Donc moi j'avais mis quand même quelques jours à faire ces 50 pages, j'ai pas fait... C'est bon, je vous ai dit. Et donc, je n'avais pas terminé le bouquin. Et je dis, c'est très bien. Et qui va l'écrire? Ah ben vous faites ça très très bien. Et donc, à partir du moment où elle a cru en moi j'ai écrit aussi. Et puis, c'est devenu très fluide. Enfin, voilà, j'ai commencé à écrire. Puis, je me suis dit, je vais structurer, pas structurer. Et puis, à la fin, ça a coulé tout seul. Et comme je l'explique aussi, c'est une boîte magique où j'ai pu enfermer tout ça. Alors oui, il reste cette culpabilité, comme je le disais avant, mais je suis déchargée de quelque chose, tu vois. Je suis dépouillée de cette souffrance et je peux ne plus m'identifier en tant uniquement que Samantha, ex-toxico. Aujourd'hui, je suis Samantha, ex-toxicomane, mais comédienne aussi, maman, auteur, et voilà. Oui. Amal, vous avez pris aussi écrire ce témoignage comme un défi. Oui, tout à fait. Puisqu'on a posé la question à votre frère, donc humoriste Mustapha El Atrassi, pourquoi il ne parlait jamais de sa famille pendant ses spectacles. Il a répondu je parlerai de ma famille quand les membres... Justement, je me donnerai la peine de parler des membres de ma famille le jour où elles ont produit un spectacle ou écrit un livre. Sachant que mon frère a toujours su que j'avais en tout cas l'envie d'écrire un livre ou de le sortir. Maintenant, c'était un projet que j'avais, qui n'était pas concret, mais on a toujours des projets qu'on dit, un jour j'écrirai. Il le savait, c'est pour ça qu'il m'a, on va dire, qui m'a, je sais pas, sorti cette phrase horrible. C'est une phrase horrible, elle était adressée à moi. Donc pour lui, c'était pas possible. Ce défi, je ne pourrais pas le surmonter. J'avais pas le réseau. Il faut un réseau pour écrire un livre. Il faut connaître des éditeurs. Il faut faire la démarche. J'ai toujours été quelqu'un de pudique, de timide. Donc il savait que c'était. Voilà. Donc il fallait que il m'a défié. Donc par défi, j'ai sorti aussi le livre. C'était pas la seule raison, mais ça a été un déclic. Ouais, vous prenez contact encore avec. Ah non, j'ai aucun, non. Puisqu'il s'y retrouve. Mais il n'y a rien de diffamant, je ne sais pas si vous l'avez lu, il n'y a rien de diffamant, rien de méchant, rien d'insultant, bien au contraire. Je lui consacre tout un chapitre 20, où je parle de l'enfant prodigue. Donc c'est pas méchant du tout. Je parle de son déni, bien évidemment, parce qu'il y a eu un déni. Il a tourné sa chemise parce que le showbiz lui a fait un petit peu perdre la tête, mais il n'y a rien, mais vraiment rien de méchant. Ça reste mon petit frère. Vous prenez contact encore avec votre père? Oui. Lui qui... pour le coup, se retrouve en grande majorité dans votre... du début à la fin, oui. Dans votre livre. Est-ce que vous lui en voulez à votre père? Non. Non. Pour moi, c'est une victime, mon papa. Il est aussi victime de ses coutumes, de sa culture, de cet islam que j'appelle l'islam des illettrés, un islam populaire où les gens n'ont pas forcément lu le Coran, mais leurs parents, leurs grands-parents leur disent, voilà, les femmes ne sont pas l'égale de l'homme, il faut les battre, Et mon père a cru tout ce qu'on lui avait dit. Donc pour moi, c'est une victime. C'est un vieux monsieur qui a 70 ans. Mon papa me dit, pardonne-moi, je ne peux que lui pardonner, parce qu'à partir du moment où il me dit pardon, on ne va pas dire que j'ai une position de victime, mais je me rends compte qu'il sait qu'il nous a fait du mal. C'est le fait de demander pardon qui a fait que j'ai avancé vers lui, tout simplement. Samantha, la solitude pour vous a été très difficile à vivre avec, on va dire, celui qui a été votre camarade, qui est l'héroïne. J'ai préféré vivre cette déchéance seule, en tout cas, que de m'exposer auprès de ma famille et du reste. Donc, je sais pas comment répondre à votre question, à part là, y répondre comme ça, en tout cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on s'avance sur ce terrain-là, on devient orphelin de tout et elle vous prendra tout. Ça, c'est sûr et certain, jusqu'à votre âme, quoi. Jusqu'à discerner le bien du mal. Et donc, si aujourd'hui il y en a qui m'écoutent et qui consomment,
qui ont eu le malheur de tomber dedans pour une raison ou pour une autre. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans une catégorie spéciale, bien spécifique, ceux qui tombent dedans ou pas. Je leur dirais simplement de jamais baisser les bras. Et même s'ils rechutent et rechutent encore, ils doivent encore essayer. Un jour ou l'autre, il y a moyen. L'objectif de votre livre, oui, c'est de montrer les étapes de ce fléau qui est la drogue en général, hein, pas que l'héroïne. Oui, c'est important, mais ce serait présomptueux de dire que c'est ce que je voulais à la base. Et je suis pas une sauveuse, mais si ça n'en sauve qu'un, ça aura servi à quelque chose. C'est ce que je me dis en tout cas. Alors aujourd'hui, je vais faire des lectures. J'essaie de changer les mentalités, comme j'expliquais au début de l'émission, auprès des intervenants sociaux. Et puis ce qui est génial, c'est que mon livre a été inscrit au prix d'éducation permanente au niveau de Bruxelles-Wallonie. Donc ça veut dire qu'il peut être entendu comme un outil pédagogique. Et c'est juste merveilleux, quoi. Je ne pensais pas que j'aurais pu être entendu et même écouté à ce point-là. Et donc oui, c'est bien. Maintenant, je vais sur le terrain. Je vous ai entendu, je vous ai écouté et je vous ai invité. C'est avec plaisir. C'est gentil. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire. C'est gentil, merci Oussama. En tout cas, voilà, vous êtes très radieuse. C'est gentil. Ce soir. Donc ça va bien, ça va mieux. Oui, je vais super bien, je suis heureuse, ouais. Ça va. Et votre fils qui figure dans ce témoignage, dans ce livre, qui a fait partie de votre vie, qui fait toujours partie de votre vie. Il y a Lily, ma fille, qui va super bien, elle a toujours été auprès de moi. Elle a cette chance, je ne sais pas si on le fait mieux comme ça, mais elle a eu, en tout cas, une évolution normale, en tout cas. L'attachement a été normal. Maintenant, Mehdi, lui, il va bien au jour le jour, et ça ne va que de mieux en mieux, ça y va crescendo, mais il souffre d'un trouble à l'attachement. Enfin, il a quand même été abîmé par ce qui lui est arrivé. Et comme je le disais, le jour où il arrivera à se sentir en sécurité et avec moi et avec les autres, je pense que j'aurai réparé une part de ce que j'ai fait de mal. C'est ce que j'estime en tout cas. Ouais. La suite, c'est quoi, Samantha, pour vous? La suite, c'est... Le théâtre, le cinéma. J'ai besoin de diluer cette énergie. Alors, pour te répondre... Tout me va, tant que c'est de la scène, tant que c'est du cinéma, tant que c'est de l'écriture. Je me suis vraiment trouvée à travers ça. Et donc voilà, j'avance au fil de mon instinct. Et là, le projet, en tout cas, c'est Les Planches. C'est un court-métrage aussi bientôt. Et puis un nouveau bouquin aussi, mais pas tout en même temps. Ou sinon, comme disait Ismaël, un homme que j'aime beaucoup, on perd son énergie à pas grand-chose. Mais une chose à la fois. Et donc là, maintenant, c'est le court-métrage et puis Les Planches. Et peut-être une réalisation au cinéma. Il est prévu une adaptation au cinéma, effectivement, oui. Mais rien n'est encore signé. Donc voilà. Amel El Atrassi, votre objectif, est-ce que c'est de briser les silences? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est un livre d'espoir, un livre d'espoir, un livre de transmission aussi. Transmettre à mes enfants, transmettre aux gens. C'est une page d'histoire que vous écrivez pour les futures générations. Tout à fait. Pour mes enfants en premier. Mes enfants, c'est un héritage que j'ai derrière moi. Ouais. Et la suite, c'est quoi pour vous, Amel? Pareil, une adaptation. Oui. Donc j'ai été approchée par certains, on va dire producteurs scénaristes en France. Pour le moment, rien n'est signé. Rien n'est signé, oui. Mais pas mal de propositions, mais voilà. Mais ce serait une suite logique. Oui, je pense. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous reproche, je ne sais pas si vous avez eu ce genre de critique. Ah oui. Vous anticipez déjà ma question. Quand vous pose la question, vous faites, vous voulez faire du buzz avec votre vie, si elle existe vraiment, ou seulement vous faire de l'argent, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ce genre de critique? Du buzz, non, bien sûr que non. En tout cas, j'étais devenue comédienne avant d'avoir écrit, donc ça, c'est à ma décharge. Et deuxièmement, on s'enrichit pas avec un livre. On s'enrichit pas avec un livre. C'était vraiment pas leitmotiv. Ah, c'est clair. Ce qui était, non, je vais pas devenir riche avec ce livre, ça c'est sûr et certain. Et non, c'était pas mon objectif. Maintenant, comme je dis, j'étais devenue comédienne avant, donc c'est vrai que, à mon avis, ça a dû le faire plus vendre à la base. Donc ça m'a servi, l'éditrice en tout cas s'en est servie pour le vendre plus. Mais j'ai eu ce genre de personnages qui venaient sur ma page Facebook et qui me disaient oui, mais c'est quoi ces photos? Et puis vous faites quoi? Et je me suis rendu compte, comme j'expliquais à Amal juste avant, qu'il y a des trolls comme ça, des gens qui ont besoin de distiller leur haine et qui y vont un petit peu bon train sur pas mal de sujets et qui s'amusent à casser les gens qui sont dans une pente positive et donc j'ai juste ramené ce monsieur à sa colère. Mais donc c'est arrivé une fois pour répondre à ta question. Ou sinon j'ai reçu énormément d'amour, beaucoup de demandes d'aide. Et
Et je me suis rendu compte qu'en fait, mon livre avait touché non seulement les dépendants, mais ceux qui étaient proches de la dépendance. On parle des parents qui se sentent complètement impuissants aussi par rapport à leur fils, enfin voilà, un oncle, un cousin qui consomme et qui à un moment va se détruire et voilà, sont impuissants et donc souffrent de ça aussi. Et puis beaucoup, les intervenants aussi, comme je te l'ai expliqué aussi. Et donc non, moi je pensais qu'on allait me juger. Et ce que j'ai reçu était tout à fait l'inverse. Ouais. Donc voilà. Du coup, ça s'est très bien passé. Voilà. En tout cas, je rappelle ici, je montre le visuel ici, du livre La drogue dans mes veines, mes enfants dans la peau, aux éditions La boîte à Pandore, disponible. Vous pouvez me rejoindre sur le Facebook aussi. Sur le Facebook, La drogue dans mes veines, mes enfants dans la peau, Samantha Borzi. Voilà, un témoignage de Samantha Borzi. Merci Samantha d'avoir été avec nous. Merci Oussama de m'avoir reçu. Avec Merci plaisir. Énormément. Amel El Atrassi aussi, Louve musulmane, aux éditions L'Archipel. Donc voilà, disponible à la FNAC. Oui, partout, Fnac, Amazon, boîte à livres, chapitre. Voilà, n'hésitez pas. On a été dans les mêmes dans les mêmes épiceries. Les témoignages sont ici. Merci Amel Al-Atrassi d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Vous revenez peut-être dans une prochaine émission avec un autre livre. Inch'Allah. Avec plaisir. Merci à vous de votre fidélité. On se donne rendez-vous dans la prochaine édition d'Oussama Live. D'ici là, portez-vous bien. J'ai une dédicace. Je fais pas de dédicace en général, mais là, c'est une jeune fille qui m'a demandé. Son père apparemment est fan de mon émission, est fan de moi. Il me suit souvent. Donc voilà, je tiens à faire une dédicace pour Bachir Faklini. Voilà, Bachir Faklini, merci d'être fidèle à mon émission. Voilà. Tout ça et voilà, renverse bien le thé. Hein. Voilà, je viendrai chez toi manger un couscous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I don't wanna be a freak, but I can't help myself. I can't help it.